Je pense que les gens me voyaient vraiment comme une intello pas très marrante. Et je me souviens, j'étais à la cafette et je disais tout le temps chut aux gens qui jouaient au baby-foot. J'étais trop chiante. Après, ils ont compris pourquoi je faisais ça et c'était gentiment qu'ils me disaient que j'étais trop intello, quoi. C'était vraiment pas méchant. Bonjour à tous et bienvenue sur Au Futur. Elle est diplômée de Sciences Po, elle a créé Les Pépites Vertes en 2020. C'est un média qui rassemble une communauté engagée sur les questions de la transition écologique et son surnom c'est Claire l'Éclair. Sa présence va illuminer ce studio plus que le temps d'un orage. Oui, je sais, le jeu de mots est forcé, mais j'avais envie. Revenons ensemble le temps de ce podcast sur son parcours, sur son engagement pour l'environnement. Et au passage, on va capter quelques conseils d'orientation et même des conseils de vie tout court. Claire, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau Au Futur. Je suis ravie de t'avoir et de passer un petit moment avec toi pour parler de ton parcours et de revenir notamment sur les études que tu as vécues à Sciences Po et où ces études t'ont amené aujourd'hui. Mais avant tout, je vais te laisser la parole. Tu as quelques minutes pour te présenter. Dis-nous qui tu es, Claire. Qui suis-je ? Je suis Claire, aka Claire l'Éclair sur les réseaux. Je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire. Je commence toujours par me présenter comme ça parce que je pense que c'est très important de savoir d'où on vient. Et du coup, aujourd'hui, je suis la créatrice et présidente d'un média et d'une communauté qui s'appelle Les Pépites Vertes. Et auparavant, j'ai eu plein d'expériences dans le secteur de l'impact positif et notamment environnemental. Peut-être je ne vais pas tout spoiler maintenant. Mais je suis passée à la Ruche Kidiwi dans le secteur de l'alimentation, à Co-Cycler dans le secteur de l'économie circulaire et à Change Now, un grand événement qui réunit des solutions pour accélérer la transition écologique. Donc voilà, je me définis comme une entrepreneuse, une meuf qui aime la vie et qui se bat pour que le vivant reste possible sur cette planète habitable. Bon, et bien quelle intro, écoute. On va revenir sur tout ça en détail tout au long du podcast. Ma première question pour lancer un peu toute cette discussion, ce serait de revenir quelques années en arrière et de te souvenir de la petite Claire, je sais pas, quand tu avais 6-7 ans et qu'il était question de tiens, quel métier je pourrais faire plus tard, etc. Comment toi, tu te voyais plus grande ? Je pense qu'à cet âge-là, assez tôt, je voulais être journaliste parce que j'adorais écrire. Ça, j'avais compris que c'était quelque chose que j'aimais faire, plus que compter, même si mon papa est prof de maths, désolée. Je voulais écrire et surtout, quand j'étais au primaire, pour le coup, le souvenir qui me revient, c'est que mon surnom, c'était la commandeuse. Donc, je pense que j'étais déjà bien prédestinée. Et c'est des souvenirs qui me sont revenus plus tard. Évidemment, je les avais oubliés. Quand on m'a de nouveau repoussé cette question de mon leadership. Mais ouais, j'étais la commandeuse dans la cour de récré et je me souviens d'ailleurs qu'il n'y avait pas de gars qu'on disait commandeur. Donc ça a un peu drivé tout mon parcours, cette question de mon rapport au leadership. Donc je pense que c'était déjà écrit que je voudrais créer des choses, écrire des choses et puis peut-être même être une chef. Très bien. Bon, la question de commander, on y reviendra parce que tu as plein de choses intéressantes à nous dire là-dessus. Mais on va rester quand même sur un petit déroulé de ton parcours. On va juste avancer de quelques années et s'intéresser à ce qui s'est passé pour toi au lycée. Quels sont tes grands souvenirs de ces années-là et quel genre de lycéenne tu étais en fait ? Au lycée, j'étais déjà très impliquée et engagée. J'avais toujours envie de faire des choses parce que je trouvais qu'il ne se passait pas assez de trucs, soit dans ma ville, soit dans mon lycée. Donc, j'étais jeune conseillère municipale des jeunes et avec une bande d'autres copains, on organisait des cinémas plein air pour faire bouger la ville. J'étais au bureau des étudiants, des lycéens, pardon, et j'avais organisé avec une équipe le premier bal de promo du lycée. Donc, j'étais déjà ultra impliquée parce que j'adorais créer des projets. Et après, côté boulot, je pense que les gens me voyaient vraiment comme une intello pas très marrante. Je passais mon temps au CDI pour préparer les concours, justement, des IEP et de Sciences Po Paris. Et je me souviens, j'étais à la cafette et je disais tout le temps chut aux gens qui jouaient au baby-foot. J'étais trop chiante. Après, ils ont compris pourquoi je faisais ça et c'était gentiment qu'ils me disaient que j'étais trop intello, quoi. C'était vraiment pas méchant. Je pense que les gens de mon lycée étaient ceux qui croyaient le plus en moi quand
quand je préparais mes concours. Donc, c'était quand même très bienveillant. Ok. Juste pour bien situer, ton lycée, c'était dans la région où tu as grandi, ou est-ce que tu as bougé pour te rapprocher de Paris, ou c'était quel genre d'établissement? Donc, moi, je suis née à Segré, dans cette petite ville de 8000 habitants. J'ai fait primaire, collège et lycée. Et j'étais en terminale ES, donc je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent les filières à l'ancienne, mais du coup, c'était une filière qui s'intéressait particulièrement à l'éco et à la socio. Donc non, c'était dans la même petite ville à Segré. Ok. Et d'où te venait cette envie de porter des projets, tu vois, de te présenter comme conseillère municipale, etc. C'est pas forcément évident quand on a 16, 17, 18 ans. Toi, tu avais un modèle? Est-ce que c'était tes parents qui te poussaient? Alors, je pense qu'il y a un bon terreau familial puisque toute ma famille est bénévole ou engagée dans différentes assos. Là, ma maman, elle travaille sur l'accueil de migrants dans notre ville. Ma grand-mère, elle était au Resto du Cœur. Mon papa est très engagé dans l'association sportive au hand à Segré. Enfin bref, toute ma famille a toujours été engagée. Mais au-delà de ça, moi, c'est des colères qui m'ont fait m'engager. La première colère que j'ai eue, c'est quand Pony Pony Run Run, qui était un groupe connu à l'époque, devait passer à Segré pour faire un concert et que le concert a été annulé par un manque de réservation. Et pour moi, c'était un échec de me dire qu'il y avait un super groupe qui passait dans notre ville et que parce qu'il n'y avait pas assez de réservations, c'était annulé. Donc, ça m'a vraiment mise en colère. Donc, j'ai créé un groupe Facebook contre l'annulation du concert de Pony Pony Run Run. Et ça a été un peu pour moi la première expérience de mon mindset aujourd'hui, c'est-à-dire je vois un truc qui me plaît pas, je passe à l'action pour que ça change en fait. Et je m'arrête pas à ça me plaît pas, je suis pas contente, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les cartes du jeu? Quels sont les outils que j'ai pour pouvoir changer la situation? Et déjà à l'époque, les outils pour moi, c'était les réseaux sociaux. C'était Facebook, pareil, je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent Facebook, une plateforme qui existait. Oui, normalement, oui, encore un petit peu. Non, mais même moi, j'y vais plus. Donc voilà. Et c'est ce déclic qui fait qu'un élu local m'a dit je sais pas si tu vas changer le monde avec ton groupe Facebook, mais en tout cas, nous, on aimerait bien changer la ville avec toi. Est-ce que tu veux rejoindre le conseil municipal des jeunes? Donc, il n'y a pas d'élection, c'était une asso, c'était pour nous aider à comprendre comment ça marche, la vie de la ville. Et donc voilà, c'est d'ailleurs aussi un super apprentissage pour moi parce que non seulement je me suis mise en colère, je l'ai dit publiquement, mais surtout il y a un adulte qui est venu vers moi et qui m'a dit « T'as pas l'air contente, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est là aussi que j'ai commencé à accepter les mains tendues quand j'allais les chercher. C'est-à-dire que les mains sont jamais tendues quand on va pas les chercher. Il y a jamais des gens qui tombent du ciel et qui te disent « Ça va pas, comment je peux t'aider ?» C'est quand t'as dit « Là, je suis pas contente » ou « Là, j'aimerais faire mieux » qu'on vient vers toi. Et je trouve que c'est vraiment cet élément qui a défini toute ma trajectoire après. Je trouve ça super intéressant que tu réussisses à identifier que tu étais en colère et ce que tu en as fait. Est-ce que sur le moment, tu as compris que c'était un passage important dans ton parcours ou est-ce que tu l'as vécu comme une jeune ado énervée qui avait besoin de s'exprimer? Pas du tout. C'est après quand je me suis demandé mais pourquoi je passe mon temps à m'engager pour les autres, genre c'est quoi mon problème, que j'ai un peu remonté le fil et je me suis dit vraiment un souvenir qui m'est revenu, c'est en fait, j'ai gardé le poster. Donc, dès que je rentre chez mes parents, j'ai toujours le poster du concert qui s'annonce. Donc, non, c'est après que j'ai compris. Dans ton parcours, il est aussi fait mention, parce que j'ai passé un peu de temps sur ton profil LinkedIn, Claire, des cordées de la réussite. Oui. Alors, tu me dis si je me trompe, mais c'est un dispositif qui permet aux jeunes collégiens, je sais pas, mais lycéens en tout cas, de découvrir un peu l'univers des études supérieures et de booster leur envie de rejoindre des grandes écoles, en tout cas de faire de longues études. Toi, dans quel cadre t'en as bénéficié et qu'est-ce que ça t'a apporté Je sais pas si ça existe encore. Ouais, ça existe encore. Ok. Et puis, quoi qu'il en soit, il y a aussi beaucoup d'assos depuis qui se sont créés, des territoires aux grandes écoles ou d'autres alumni d'écoles ou d'universités qui aident les jeunes de leur bled à y croire. Moi, du coup, j'en ai bénéficié en, je pense, seconde, première et terminale. Et ça me permettait, comme j'étais dans un lycée rural, qui, a priori, n'avait pas les mêmes accès que des lycées beaucoup plus urbains et particulièrement parisiens, ça nous a permis d'accéder à des musées, à des coachings, parce qu'il y avait un partenariat avec l'ESCA, l'école de commerce d'Angers, et d'ailleurs de visiter Sciences Po. Donc...
pour moi, ça a été un peu l'ouverture sur les possibles et me rendre compte qu'il y avait plein de choix et que j'allais pouvoir me mettre en action pour prendre un de ces choix-là. Et ce qui m'a vraiment le plus gros souvenir que j'ai, c'est même pas ma visite de Sciences Po, c'est cette étudiante qui me mentorait de l'ESCA et qui m'avait aidée à préparer mon CV en me disant « Claire, vraiment, tu as déjà été conseillère municipale, tu as déjà été babysitter, Et elle prenait toutes mes petites expériences que moi je croyais qui étaient complètement futiles et anodines. Et elle me dit « Regarde là, tire une compétence. Babysitter, ça veut dire que tu as le sens des responsabilités. Conseil municipal des jeunes, ça veut dire que tu sais organiser. » Et en fait, j'ai jamais perdu ce conseil qu'elle m'a donné. Et c'est un conseil que maintenant, moi, je donne aux gens quand ils disent « Mais moi, j'ai rien fait, j'ai pas d'expérience. » Je fais « Arrête ça. C'est sûr que tu as de l'expérience. Pourquoi tes proches, ils viennent vers toi? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce que tu fais l'été? C'est quoi tes petits jobs ?» Et donc, elle m'a donné confiance en moi avec ce que j'avais. Elle m'a dit « Tu as déjà des trucs. Évidemment, il t'en faudra plus. Et dis à Sciences Po ce que tu n'as pas. Raconte-leur ce que tu veux apprendre à leur côté. Mais raconte-leur aussi ce que tu as déjà et dis que tu as déjà un bon terreau fertile et ça t'aidera à mieux te vendre. » Ok. Est-ce que c'est à ce moment-là de ta scolarité que tu t'es dit « Ok, vraiment, Sciences Po, c'est l'école que je veux ou pas ?» Je pense que en fait, c'était Sciences Po ou une prépa, quoi. C'était un peu Sciences Po ou rien parce que je suis tombée amoureuse de la vision et de la pluridisciplinarité des matières enseignées à Sciences Po. J'étais en ES parce que j'étais curieuse de l'économie, du social, mais aussi de l'histoire, etc. Et j'avais l'impression que Sciences Po, c'était la continuité de cette filière que j'adorais et que j'allais pouvoir faire de l'éco, de la socio, de l'histoire, de la littérature, de la prise de parole en public. Donc, je voulais vraiment bénéficier de cette formation transversale parce que j'avais trop peur qu'en partant dans un seul cursus, je m'enferme. Et quand on est paumé comme tout le monde au lycée, on se dit, je vais prendre un truc super généraliste, comme ça à la fin on verra bien, mais il y aura forcément un truc pour moi. Est-ce que c'est grâce au Cordée de la Réussite et grâce à cette visite de Sciences Po que tu as su que c'était une école faite pour toi et que tu avais envie de l'intégrer? Je pense que la visite et les cordées ont confirmé mon intuition sur le fait que cette école multidisciplinaire m'attirait énormément. C'était un peu la continuité de la filière ES, où en ES, tu fais toujours de l'histoire, de l'éco, de la socio, etc. Et bien à Sciences Po aussi, tu avais toutes ces matières-là et je regardais le cursus et je me disais, waouh, comme ça, j'ai pas à choisir parce que j'adore l'histoire, ok, j'adore écrire, ok, mais pourquoi pas faire les deux en même temps. Donc c'était un peu le choix classique de terminale où tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, vraiment, mais tu sais ce que t'aimes à peu près. Donc cette école, non seulement déjà très prestigieuse, qui allait m'apporter beaucoup, je pense, répondait aussi à mon envie de ne pas m'enfermer dans une matière spécifique. Est-ce qu'autour de toi, c'est un choix dans lequel tu as été soutenue? Et est-ce que tes amis, tes camarades, pour eux, c'était aussi les grandes écoles, les études longues qui les attiraient? Ou tu avais une variété d'options prises par les uns et les autres? J'ai été soutenue par tous mes proches. J'ai été soutenue par quelques profs. Par certains dans autres, on m'a un peu challengée en me disant que je venais de Segré, donc j'avais quand même très peu de chance d'arriver à Sciences Po Paris. Je crois que c'est ce qui m'a le plus motivée, de leur dire « on verra ». Et mes potes, il y avait tout. Des gens qui partaient en prépa, des gens qui partaient à la fac, des gens qui avaient envie de faire des DUT ou des choses plus courtes. C'est ça qui est chouette aussi dans un lycée plus rural, c'est qu'il y a des gens qui restent à Segré, qui s'impliquent dans la vie de Segré, qui trouvent des jobs localement, et d'autres qui vont à Angers, d'autres qui vont à Nantes, d'autres qui partent. Donc ultra varié, mais tout le monde super bienveillant les uns envers les autres, parce que super bon esprit dans mon petit lycée de campagne. Ouais, en tout cas, c'est ce qui transparaît de tes propos. Un chouette établissement et du coup des années lycée plutôt cool et enrichissantes. Si on en revient au concours d'entrée à Sciences Po, comment tu t'es préparée et comment tu l'as vécu? Je me suis préparée à coups d'exercices pour de faux tous les samedis matins. Je m'enfermais dans ma chambre en haut
Et je faisais les annales des concours de Sciences Po. Et ensuite, dès que j'avais du temps, j'allais au CDI pour bachoter aussi. Après, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'est que je faisais le concours des IEP, qui n'avait rien à voir avec le concours de Sciences Po, qui n'avait rien à voir avec le programme du bac. Donc, c'était quand même une année un peu intense, où je travaillais beaucoup. Mais j'ai des bons souvenirs parce que j'aime travailler et j'aime apprendre. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Le stress arrive le jour du concours, quoi. Vraiment, je me retrouve à Poitiers. Déjà, je suis pas allée à Villepinte pour le passer. Mais dans une salle avec des centaines de gens les uns à côté des autres. Waouh! Et mes parents qui étaient là et on avait pris un hôtel à Poitiers vers le Futuroscope. Grande aventure. Ouais, on était tous stressés en fait. Et je sors du concours et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi, je l'aurais jamais. Je dormais pas la nuit, enfin vraiment compliqué. Et puis un jour, en plus de ça, c'était une année où il y avait eu un espèce de bug. J'avais les résultats avant qu'ils nous envoient le mail. Et je me souviens avoir crié super fort. Et ma mère, elle croyait que je m'étais fait mal. Et elle me dit quoi? Et j'avais les larmes aux yeux. Je fais, je vais aux oraux. Et elle me dit, mais non. Je fais, bah si. Et après, quand j'ai su que j'allais avoir les oraux, je me suis dit, bon, là, je vais tout donner. Je vais jouer la carte de qui je suis. Et vraiment, j'ai mes chances. Donc j'ai été aux oraux, c'était vraiment pas un bon oral pour moi parce que c'était très plan mes réponses, j'étais complètement déstabilisée de faire mon oral à Sciences Po avec mon père, on connaissait pas Paris, c'était un peu n'importe quoi, mais je suis quasiment sûre que ce qui leur a plu c'est un peu mon audace quoi, et qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle fait là, elle en veut quoi. Et donc quand j'ai appris que j'étais prise, j'étais en job étudiant parce que j'ai bossé tous les étés depuis que j'ai fini mon bac et j'étais à la ville. J'étais à la ville, genre, tu vois, je faisais le paysagisme et tout, enfin, à la D2, quoi. Ouais. Et dans le vestiaire avec mes collègues. Et là, mon oncle, il me dit bravo, qui m'appelle. Je fais de quoi tu parles? Mais t'as pas vu? Bah quoi? Mais t'es prise à Sciences Po. Wow. Et je m'en souviens vraiment, j'étais contente en plus d'être à la D2 au moment où j'ai appris que je suis prise à Sciences Po. Je me dis, bah, va falloir que j'emmène un bout de ma ville et de moi dans ce nouvel univers. Et franchement, c'est des bons souvenirs, même si c'est beaucoup de stress. Tu arrives à Sciences Po. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué? Ou quels sont les premiers trucs qui t'ont marqué, on va dire, au moment de ton arrivée du coup, petite provinciale. Ah ouais, clairement. Limite, j'arrivais avec une cotte et des bottes et de la paille dessus. Vraiment, c'est ce que ça m'a renvoyé. Ouais. Je me suis pas du tout sentie à ma place quand je suis arrivée. Sur les références, notamment. Je me souviens, j'avais des potes, mais pareil, tout le monde était gentil, mais juste, j'avais tellement pas les codes que je faisais comme si je connaissais, mais je connaissais rien. Je me souviens, ils parlaient de pièces de théâtre ou de bouquins, et moi, j'étais là... Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais je ne vais pas vous le dire. Donc, gros sentiment d'infériorité quand on arrive. Mais assez vite, l'humain sait s'adapter. Donc, moi, je suis en mode qui me ressemble et comment trouver des pairs qui vivent la même expérience un peu désagréable que je vis. Et je les trouve à l'association sportive. Et je pense qu'il y a une raison très sociologique à ça, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de sport co à Sciences Po et je faisais du sport collectif dans mon village, enfin dans ma ville. Et en fait, les sports collectifs type foot, rugby, basket, handball, c'est des pratiques très répandues dans tous les territoires en France, peut-être même un peu plus que trouver des clubs à Paris. Et donc, quand j'allais à l'AS, à l'association sportive, je retrouvais que des provinciaux. Et donc, on partageait ce truc d'arriver à Paris, rien comprendre dans ce qui nous arrive, cette vie de fou. Et donc, c'est là que j'ai réussi à trouver ma place au sein de l'association sportive. Ok. Bah justement, puisque tu parles de la vie associative, est-ce que tu peux revenir peut-être un peu sur la place que le sport a occupée pour toi, mais je crois que tu as eu d'autres engagements associatifs à Sciences Po. Tu peux nous raconter un petit peu en quoi ça consistait? Ce qui était sûr, c'est qu'à Sciences Po, quand tu arrives en première année,
t'as toutes les assos qui sont dans le hall, dans la péniche, et on te dit vraiment tout. Si t'as un mentor ou des catras ou autres qui viennent te voir, ils te disent fais des assos. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est là que tu as trouvé tes amis, parce qu'on est quand même 800 par promo, donc va falloir réussir à trouver les gens avec qui tu vas sortir. Mais aussi parce que c'est l'école de la vie. Enfin, en tout cas, c'est là que tu apprends à faire des projets, c'est là que tu apprends à être opérationnel, à coordonner des choses. Donc, très vite, j'étais là, bon, il faut absolument que je sois dans des assos. L'asso sportive, j'ai expliqué pourquoi. Après, j'en ai fait un peu d'autres. Je suis passée rapidement par Scooby-Doo pour aider des jeunes à mieux apprendre et à faire comment ça s'appelle, du conseil personnalisé le soir. Je suis passée par la transatlantique pour promouvoir les États-Unis à Sciences Po. Bon, en fait, c'était tout le temps des tests pour moi, pour voir sur quelle mission j'avais envie de bosser. Et en général, j'essayais toujours de finir sur des missions communication parce que je sentais que c'était ça ma patte. Et après, j'ai rejoint aussi... Non, en fait, j'ai fait assez peu d'associatifs. À un moment, assez vite, j'ai switché et je me suis dit, j'adore cet engagement, j'adore ces responsabilités, comment je peux tester en stage et en job. Donc, c'est à partir de mon master que j'ai essayé d'en faire des expériences professionnelles. Ok, donc tu as vraiment trouvé quand même ta voie pendant tes études, quoi. Ouais, complètement. Communication, tu dis, c'est ça ? Ouais, communication, parce que j'aime bien raconter les histoires et que je crois vraiment que la force et que la manière d'embarquer les gens sur des projets de société, c'est de raconter des histoires, mais comme le font les plus grands, je sais pas, rappeurs, les plus grands cinéastes. Pour moi, c'est ça qui permet de raconter aux Françaises et aux Français les choses qu'on a envie de faire à venir. Toujours une petite question sur Sciences Po. Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu changerais dans ton expérience au sein de cette école ? J'irais plus en cours. Ouais. C'est-à-dire, Claire ? Non, mais c'est vrai, quand on est étudiant, on se rend pas compte de la richesse des enseignements qu'on nous donne. Et on réalise souvent 2-3 ans après, quoi, Bruno Latour, c'était mon prof et j'y allais pas tous les CM, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'est sorti après, c'est réaliser la qualité des profs que j'avais. Mais bon, c'est des histoires de période de vie. Donc je pense que j'irai un peu plus en CM, en amphi, c'est ce que je veux dire. Et puis après, au-delà de ça, je ne changerai pas grand-chose. Je pense que je me suis construite avec les trucs que j'ai fait ou que j'ai pas fait à Sciences Po. Peut-être que j'irai faire le cours d'art oratoire de Bertrand Perrier parce que je l'ai croisé récemment. Il m'a dit « Comment ça se fait que vous n'avez pas pris mon cours ?» J'étais « Pardon ?» Je pense qu'en vrai, je dis ça, mais c'est faux parce qu'à l'époque, le cours d'art oratoire de Bertrand Perrier, les gens qui y allaient me ressemblaient vraiment pas. Et moi, je me sentais complètement illégitime pour prétendre à faire de l'art oratoire. Et j'aurais été tellement mal à l'aise que ça se serait mal passé, à mon avis. Donc, aujourd'hui, j'aimerais monter en compétence sur ce sujet-là. Et je pense que ça sert à rien de me dire j'aurais dû prendre son cours parce que ça marchait pas avec qui j'étais à l'époque. C'est intéressant. Je trouve ta vision de comment t'évolues et le regard que tu portes sur ce que t'as fait ou pas fait... Ouais. Je trouve... j'essaye de me dire, je l'ai pas fait, donc ça sert à rien de me dire, fallait le faire. Mais je trouve ça chouette que tu aies un regard relativement bienveillant finalement et que tu flagelles pas non. Celle que tu étais il y a 4 ou 5 ans. Non, pas possible. Tu termines ton aventure à Sciences Po, donc tu sors avec un bac plus 5. Oui. Et pourtant, tu t'insères pas tout de suite sur le monde du travail. Tu choisis de le compléter avec un autre master. Et en plus, dans une école d'ingé. Alors, pour moi, c'est un peu 2 univers hyper différents. Mais qu'est-ce qui t'a porté, qu'est-ce qui t'a poussé de la com et de Sciences Po vers cette école d'ingénieur télécom Paris, je crois. Alors, j'ai eu de la chance, en fait, c'est carrément intégré dans mon cursus. Je ne l'ai pas fait. En plus, c'était mon M2. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que je fais mon Master 1 en communication, médias, industrie créative. Ok, j'adore, mais j'aimais déjà tellement la com que c'était un peu évident pour moi. Je fais une année de césure. C'est là que je commence à faire beaucoup de stages dans la transition écologique. J'entreprends notamment sur un projet à côté d'un ingénieur qui s'appelle Taoufik Limami, qui porte un projet d'économie circulaire. Et là, j'ai un coup de cœur pour un cerveau d'ingé avec un cerveau de communicante. Ça fait des étincelles. Et à ce moment-là, un nouveau master s'ouvre et c'est un master Télécom Paris Sciences Po. Je me dis, qu'est-ce que ça serait de faire 1 an avec des ingés ? Qu'est-ce que j'apprendrais sur l'innovation, du coup ? Et donc, je suis prise à ce master et ça a été une expérience incroyable parce que vraiment, je l'ai analysé beaucoup cette année. Les premiers mois, on se
comprenaient pas. On ne pouvait pas parler les ingés et les Sciences Po. Nous, on disait, mais vous êtes des gars, mais vous pensez pas du tout à l'impact social de votre innovation, c'est grave et tout. Et eux, ils disaient, mais vous êtes des écolos. Et tu vois, il y avait pas de discours, on n'arrivait pas à se comprendre. Et au fur et à mesure, on est devenus amis déjà, évidemment. Et moi, j'ai réussi à apprendre de mes amis ingés leur pragmatisme et leur besoin de rationaliser la manière dont on avance. Et eux nous l'ont dit à la fin, on réussit à comprendre notre vision et l'impact sociétal, environnemental des choses qui sont comme l'innovation, tu vois. Et du coup, maintenant, on est resté une bonne bande de potes. Et passer par une école d'ingé m'a fait beaucoup de bien pour ouvrir un peu mon analyse très sociale. Moi, j'analyse tout sous le spectre social tout le temps, social, politique. Et là, il y avait un truc un peu plus pratique et technique qui est indispensable aussi pour faire avenir les changements dans le monde, quoi. Est-ce que, pour parler hyper concrètement, tu peux nous donner un exemple de projet sur lequel tu as bossé avec les ingés ? On avait des projets de design en fait et c'est ça qui était fabuleux, de mettre des personnes qui font de la socio, de la politique, des personnes qui font de l'ingénierie dans un cours de design, mais ça fait des chocs à pic. C'est trop cool parce que on devait repenser l'usage, je pense que c'était l'usage du métro et le penser de manière plus accessible parce que c'est un enfer pour les personnes en situation de handicap, notamment à mobilité réduite. Et du coup, c'était trop chouette de voir comment eux, ils voyaient la technicité de tous les sujets et comment nous, on avait l'angle, il faut absolument se mettre dans la peau des utilisateurs, faire des questionnaires, etc. Donc, c'est vraiment des projets qui m'ont passionnée. Justement, on va revenir un peu sur tes expériences professionnelles. Pour l'instant, on met de côté ta sortie des études et ta vraie plongée dans la vie active. Pour revenir un peu sur tes stages et oui, tes expériences professionnelles pendant ta vie académique, on va dire. Est-ce que tu peux revenir sur les plus marquantes et nous dire en quoi ça a aussi dessiné fortement ta trajectoire de jeune femme engagée ? Oui. Je pense que une des plus marquantes, c'est mon passage à la Ruche qui dit oui, qui est donc une plateforme qui va connecter agriculteurs et consommateurs. Et j'avais dans ma fiche de poste de stagiaire, donc j'étais business developer. Non seulement je devais trouver des nouveaux porteurs de projets, mais moi-même lancer une nouvelle ruche. Donc fédérer 15 agriculteurs, agricultrices locaux et trouver les clients qui vont venir acheter leurs produits. Donc là, j'avais, 21 ou 22 ans, quoi. Et donc, j'ai fait le taf jusqu'au bout. Je suis allée à la rencontre des agriculteurs de ma ruche. J'ai fait des interviews, évidemment, comme j'adorais la com, j'écrivais des papiers, etc. Et là, je me dis, waouh, l'alimentation, c'est 3 choses. C'est 1, à qui tu donnes ton argent en termes d'impact, d'emploi, économie. 2, qu'est-ce que tu fais au sol et à l'environnement ? Comment tu manges et quel impact ça a sur la planète ? Et 3, mais qu'est-ce que tu fais à ton corps, en fait, ta santé ? Et ces 3 angles, en fait, c'est la manière dont je trouve il faut tout analyser aujourd'hui. Et donc, je suis rentrée dans la transition écologique par cette expérience. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que mes grands-parents étaient agriculteurs. Mais je sais pas pourquoi. J'ai passé tous mes étés petite à la ferme. Mais c'était tellement normal pour moi que je me suis jamais questionnée vraiment sur l'impact de l'alimentation. Et c'est là, en revenant et en devant trouver des solutions pour manger local, que je me suis dit, si on doit trouver des solutions, c'est probablement qu'il y a des problèmes. Et donc là, j'étais partie... en général, quand tu rentres par l'alimentation, ensuite t'enchaînes avec les déchets. Donc là, moi, j'ai fait un passage dans les biodéchets. Qu'est-ce qu'on fait de ces biodéchets qui sont jetés à la poubelle alors qu'ils ont encore de la valeur ? Et puis voilà, c'est ces 2 expériences-là pendant ma césure qui ont été très marquantes. Ce qui fait que quand je rentre en Master 2, faire ce Master avec Télécom Paris, je me dis, mais c'est impossible que je fasse pas de stage en parallèle de mon Master. Donc là, je recherche un stage. Et là, je suis prise en stage à Change Now, du coup. Ok. Qu'est-ce que tu as fait à Change Now ? Et donc, je rentre pour prendre les réseaux sociaux de Change Now. À ce moment-là, c'est une toute petite boîte. On est à Station F pour la 2e édition du sommet. Il y a 6000 participants. Et on me donne l'organisation d'un sommet sur la mode durable, d'un bout sur la mode durable, et la coordination des réseaux sociaux, de la presse, etc. Et en fait, le stage se passe bien, coup de cœur de fou pour l'équipe. Et du coup, ce sera mon premier job par la suite. Ok. Ah oui, tu restes après, une fois diplômée. Ok. Une petite question sur
peut-être le rôle du réseau. Enfin, du coup, on voit que finalement, à travers toutes tes expériences pro, que ce soit à stage ou après, tu as côtoyé beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que les autres t'ont aidé, t'ont enrichi d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'ils ont confirmé aussi le choix de ta trajectoire? Ouais. Comment tu vois un peu le fonctionnement de ce réseau qui gravite autour Bien de sûr. toi? Je ne serais jamais là où je suis sans tous les gens qui ont croisé ma route. C'est juste évident. C'est d'une expérience qui en a amené une autre, etc. C'est tout le temps un fil comme ça. Par exemple, la ruche qui dit oui à Angers, c'est en rencontrant une personne qui m'encourageait sur la ruche qu'elle m'a fait connecter avec Taoufik, qui m'a pris ensuite. C'est tout le temps comme ça. Et c'est non seulement se créer un réseau sincère de curiosité envers les autres qui nous inspirent, leur dire tu m'inspires, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Mais c'est aussi l'entretenir dans le temps, dans le sens où aujourd'hui, Taoufik, pour prendre son exemple, je l'appelle encore tous les 3-4 mois pour prendre des nouvelles. Et en fait, la personne qui a remplacé la personne qui m'a remplacée à Cocyclé est aujourd'hui dans les pépites vertes. Okay. Parce qu'il faut vraiment se dire qu'un réseau, ça s'entretient ou ça meurt. Donc moi, je suis passionnée par les gens et par les gens qui entreprennent et qui portent des projets. Donc, je m'assure quand même de toujours prendre des petites nouvelles des personnes qui m'ont aidée à arriver où je suis, parce que si moi, à l'inverse, je peux aussi les aider, je trouve que c'est gagnant-gagnant et c'est comme ça qu'on crée un réseau vraiment résilient. Tu as prononcé le nom des pépites vertes. Oui. C'est le moment clair. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que sont les pépites vertes et nous expliquer un peu la transition pour toi entre ta sortie des études et ta poursuite de vie professionnelle à Change Now. Et puis le changement avec la création des pépites vertes. Les pépites vertes sont un bébé Covid, comme beaucoup de projets créatifs qui sont nés à la suite du confinement. Donc, j'étais en poste à Change Now, je coordonnais la communication. J'avais la chance de graviter au milieu de plein de jeunes qui travaillent dans le secteur de la transition. Et en parallèle, je voyais des étudiants et étudiantes qui avaient l'air d'être complètement paumés sur quelles sont les boîtes qui vont me permettre d'aligner mes valeurs et mon boulot. Donc moi, je me disais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de médias qui racontent toutes les opportunités métiers, parce que moi, je les vois. Donc les pépites vertes, au tout début, c'est vraiment une chaîne YouTube. Claire qui a envie de devenir youtubeuse. Ça n'a jamais vraiment pris, hein. On n'a qu'à 900 abonnés sur ma chaîne. Mais c'est un très bon début, attends, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai, mais c'est surtout que j'ai changé de plateforme, en fait. J'ai réalisé que mon sujet était très emploi, très inspirationnel, et qu'en fait, ça, c'était plus pour LinkedIn et Insta. Donc, au fur et à mesure, j'ai décliné mes contenus sur LinkedIn et Instagram. Mais à la base, c'est un média qui va donner la parole à des salariés qui vont de Sarah, agricultrice, à Jasser, consultant en transition, en transition énergétique, en passant par Mathieu, expert en économie circulaire. Le but, c'est de montrer qu'il y a plein de métiers. Et le média prend, les jeunes me disent « super, c'est inspirant ». Mais là, j'arrive à une phase 2 de mon aventure entrepreneuriale où déjà, le truc prend tellement que j'ai envie de tester. Donc, je quitte mon job en très bons termes avec mes anciens employeurs, en rupture conventionnelle, qui me permettent du coup d'avoir le chômage pour 2 ans. Et je me dis, ce média prend, comment est-ce que j'invente un modèle économique derrière ce média? Et comment est-ce que je vais encore plus loin en termes d'impact sur les gens que j'ai envie d'aider et d'équiper et d'outiller? Donc à partir de là, deuxième brique, on accompagne grâce à des programmes les jeunes. Pour le moment, le premier programme qu'on a créé, c'est le Club des Pépites, où on accompagne des jeunes salariés qui sont en poste, mais qui, comme ils sont très jeunes actifs, n'ont pas encore toutes les clés pour activer le changement dans leur boîte, parce qu'on ne leur demande pas leur avis, ou ils n'arrivent pas très bien à prendre la parole en public. Enfin, c'est normal, quand on est junior dans une entreprise, on n'a pas la main sur les décisions stratégiques. Donc on fédère 125 jeunes de toute la France qui se connectent, qui s'entraident, qui se donnent des conseils sur la RSE, etc. Et puis, prochaine étape, c'est de créer une nouvelle communauté pour les étudiants et les étudiantes qui sont, eux, à la recherche d'un stage ou d'un job et qu'on va, du coup, coacher, accompagner pour trouver ce job à impact dont ils rêvent. Et ils vont pouvoir notamment le trouver grâce à notre première communauté qui existe déjà et qui, elle, recrute des stagiaires et des premiers jobs. Ok. Est-ce que tu vois aujourd'hui de plus en plus de jeunes se tourner justement vers les métiers à impact, ou en tout cas avoir vraiment envie de s'engager dans ce domaine-là, et
qu'est-ce que tu leur dis en fait? C'est pas forcément évident Ah non, à c'est pas 18 évident. ou 20 ans de se dire je sens en moi une envie et une conviction profonde, mais qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien peut-être, et encore plus qu'est-ce que j'en fais dans ma vie professionnelle future. Bien sûr. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui grandit de manière exponentielle sur le nombre de jeunes qui se posent cette question-là. Mais j'aimerais juste la nuancer en disant qu'il y a aussi des jeunes qui, assez classiquement, cherchent un job rémunérateur, et c'est OK, parce que pour certaines personnes, ça reste un critère super important. Et il ne faut pas se dire aujourd'hui les jeunes sont tous écolos et ne veulent plus aller dans les boîtes. Je ne suis pas sûre. Ceci dit, entre 2017-18, où moi j'ai commencé, et maintenant, mais c'est quand même beaucoup plus nombreux. À l'époque, j'étais quand même une espèce d'ovni, j'étais super marginale à Sciences Po quand je parlais de ces sujets-là. Maintenant, non seulement les écoles s'engagent, mais les étudiants haussent le ton, et les boîtes mettent en place des vraies choses pour dire il y a des tafs à impact chez nous. Donc je trouve que ça devient un mouvement structurel. Qu'est-ce que je dis aux jeunes? Je leur dis, première chose, ça va aller. Ne nous laissons pas envahir par le stress et l'anxiété. Il y a de quoi stresser. Il y a de quoi être anxieux. Les températures qu'on lui a en ce moment, en octobre, vraiment, c'est ultra flippant. Quand on lit un minimum sur l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique, franchement, il y a de quoi avoir peur. Mais la peur, si on ne la transforme pas vite en espèce d'énergie renouvelable de l'action, elle tétanise, et on ne peut pas avoir des gens tétanisés là. Il nous faut des soldats. Donc c'est ça que je dis, c'est flippant, c'est normal, c'est OK, tu es légitime pour avoir cette peur. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et étape 2, regarde sur les pépites vertes, regarde tous les jobs qui existent, mets-toi en action, toi aussi, trace ses compétences, va voir des porteurs de projets et dis-leur, je sais faire ça, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Donc c'est toujours ces 2 étapes pour moi que je vois, c'est 1, accepter ses émotions, c'est normal. 2, se mettre en action, se mettre en réseau, s'entourer, ne jamais rester seul, parce que c'est ça qui est horrible, c'est l'isolement, pour sortir d'un stress et aller vers une joie créatrice, comme j'essaye de l'incarner. Elle transparaît. Ouais. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur la manière dont tu vois ton rôle aujourd'hui. Donc tu pilotes les pépites vertes, je sais pas, tu créatrice donc des pépites vertes, pilote. Ouais. Et donc, tu commandes. Oui, je commande. Quelle relation tu entretiens avec ce rôle de responsable, de chef, de leader? Est-ce que c'est facile à porter? Est-ce que tu t'es posé des questions sur ta légitimité? Ça a été un très long chemin pour moi d'accepter ce rôle, pour plusieurs raisons. Déjà, comme je disais, quand j'étais petite, on me disait la commandeuse, et j'entendais bien que c'était pas genre « Yes, girl boss ». C'était genre « Qu'est-ce que tu fais, Claire ?» Genre, parle moins fort. Donc, c'était dur, je l'avais intériorisé. Je me suis dit, sois pas trop commandeuse parce que t'as pas trop de copines sur la cour de récré, quoi. Et c'est cool, les copines. Donc, j'avais intériorisé que je devais pas parler trop fort. Et puis, voilà, j'ai un rapport à moi qui viens de mon petit département que j'adore, mais qui monte dans l'école des élites, qui gravite au milieu entre des ministères et des décideurs du CAC 40. Waouh, ça a été vraiment émotionnellement très intense à vivre, d'accepter que je monte à cet endroit-là, tout en essayant de rester toujours les pieds sur terre et de jamais oublier d'où je viens, et de faire en sorte que mon origine me permette en fait de donner la voix au territoire, de montrer que tout se passe pas à Paris, etc. Donc, grosse introspection, jusqu'à ce que je me dise, j'en ai marre d'avoir honte de réussir. C'est trop dur à vivre. Il se passe plein de choses, les gens me disent bravo, et moi je suis comme ça, et je suis là, pardon. Tu t'excuses aussi. Ça marche pas, c'est pas durable. Donc voilà, cet été, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis regardée dans la glace, j'ai dit, bon Claire, on y va maintenant, c'est bon, t'arrêtes de faire semblant que t'es pas fière de ce que tu fais. Et je suis revenue et je me suis dit, allez, on y va maintenant. Il n'y a plus qu'à juste assumer. À rester le plus authentique possible, à continuer à rigoler, à parler des choses qui me gênent avec ma famille, avec les gens qui me suivent, et juste à essayer d'être une humaine qui fait ce qu'elle peut. Et en vrai, depuis j'ai fait ma psychanalyse, ça va mieux. Et voilà, je suis une chef et c'est pas grave. C'est même
Ok. C'est même très bien. Contente en tout cas d'avoir la nouvelle Claire avec nous dans le studio. Ouais, c'est super inspirant ce que tu racontes. Donc, bravo à toi d'avoir fait tout ce chemin. J'avais une question sur les erreurs. Est-ce que si tu devais compléter la phrase « Non mais surtout ne faites pas ça », tu aurais matière à compléter? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ma question est un peu formulée bizarrement. Non, je vois très bien. Surtout, ne faites pas ça. Malheureusement, je suis le genre de fille qui a fait plein d'erreurs, mais qui les chérit. Donc, ma réponse est un peu cucul à praline, mais faites ce que vous avez à faire. Moi, mes erreurs, si je devais en trouver une, je suis allée en 3e année aux États-Unis. C'était mon choix. On a la chance de pouvoir partir à l'étranger. Et en vrai, ça a été une année émotionnellement, psychologiquement difficile. Je ne me suis pas vraiment épanouie là-bas. Et maintenant, des fois, je me dis, mais pourquoi je suis allée aux States alors que j'aurais pu aller, je sais pas, en Suède, enfin, dans un pays d'Europe nordique que j'admire et tout, mais je suis allée aux États-Unis, quoi. Et en fait, faux. Si je suis allée aux États-Unis, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Ça m'a fait apprendre plein de trucs sur moi. Ça m'a fait me sentir européenne. Et ça m'a développée, même s'il y a eu des trucs un peu durs là-bas. Je suis revenue encore plus master, quoi. Donc, je crois que c'est vraiment important de ne pas considérer les échecs comme des échecs, mais de se dire, ces trucs ont eu lieu, en fait. Donc, je peux toujours me dire, fallait pas que je fasse ça, je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que j'en apprends et comment je fais en sorte que ça me serve, ou alors comment je le laisse de côté et j'en parle plus, quoi. Mais le plus vous vous trompez, le plus vous essayez. Enfin, il faut. On peut pas réussir sans essayer. Donc... ouais, franchement, pas de fail, que des apprentissages. Qui disait ça? Soit je gagne, soit j'apprends. Je sais plus. Ouais, c'est pas moi, en tout cas. Quelqu'un l'a dit. Voilà. On a fait un point sur tes échecs qui n'en sont donc pas, Claire. On va passer au volet réussite. Est-ce que tu es capable de dire que là où tu en es aujourd'hui, c'est une réussite pour toi? Je pense que la réussite, pour moi, c'est avoir un maximum de moments de joie et avec ma famille et mes proches, mes amis. Donc aujourd'hui, professionnellement, grande réussite. Les Pépites Vertes, ça cartonne. On a une équipe maintenant. Je suis beaucoup en conférence. J'ai la chance de faire des podcasts. Canon. Mais il y a aussi le pendant perso. Donc moi, je ne crois pas trop à vie pro, vie perso, parce que je pense qu'on n'a qu'une vie. Ceci dit, c'est important d'avoir des moments de vie perso, de qualité. Et là, voilà, en tant qu'entrepreneuse qui se lance, il faut dire que je bosse trop. Donc la réussite... oui, quand j'aurais plus harmonisé et que j'aurais vraiment réussi à trouver l'équilibre entre ce projet qui m'anime tellement, que sont les Pépites Vertes, et tout le reste, puisque j'aimerais faire des trucs loisirs un peu plus perso, genre faire plus de skate, me lancer enfin dans le stand-up, prendre des cours. Mais voilà, tout ça, ça demande du temps que je n'ai pas pour le moment. Ok. Alors du coup, tu as un peu commencé à répondre à ma dernière question qui serait de savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Donc on peut te souhaiter d'être à l'affiche, c'est ça? Sur ça, à l'affiche du Panama Café, tous les jeudis soirs, juste après Mister V. Non, en vrai, me souhaiter de trouver plus de temps pour moi et ces loisirs que j'aimerais développer. Et puis de réussir à créer cette petite Dream Team que je suis en train d'essayer de fédérer. Voilà, il y a un an, j'étais dans ma chambre toute seule. Aujourd'hui, on a des locaux, on est 3. En janvier, on sera 5. C'est dingue de se dire un jour, j'ai eu une idée dans ma chambre pendant le confinement et aujourd'hui, c'est une boîte qui emploie des gens. Donc voilà, souhaitez-moi de trouver les pépites qu'on est en ce moment en train de recruter et de lancer toujours plus d'impact en fait sur les gens qui font partie de nos programmes et les gens qui sont abonnés à nos chaînes et nos plateformes. Ok. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire? Donc sur le site Les Pépites Vertes, sur les réseaux sociaux aussi? Ouais. Donc lespépitesvertes.fr, vous allez pouvoir retrouver notamment une page ressources, la mine d'or, où on a référencé tous les job boards de la transition écologique, des formations qui permettent de se former à ces sujets-là. Vous avez aussi un annuaire avec plein de métiers différents.
Et puis ensuite, sur nos plateformes sociales, donc Instagram et LinkedIn, on va mettre en lumière des pépites, raconter leurs histoires, raconter les coulisses de notre aventure. Donc abonnez-vous. Ah oui, si aussi YouTube, n'hésitez pas à nous aider à monter à 1000 abos, parce que là, on a 847, un truc comme ça. Et c'est aussi une chaîne qu'on alimente de nos vidéos. Ok. Mille merci à toi, Claire. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et de t'écouter retracer ton parcours avec ce sourire. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous qui nous avez regardés, vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Claire aujourd'hui et que ça vous a inspiré. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.